cœur des Alpes de Haute-Provence, dans le pays de Forcalquier, se cachent d'étranges sorciers. Depuis des siècles, ces chimistes attentionnés glanent les plantes que la nature met sur leur chemin alpin pour inventer d'étonnantes potions. D'ailleurs, en ce moment même, dans une discrète bâtisse, la magie bat son plein. Venez voir, il coule. Voilà. 85. 85 degrés, il y a 85% d'alcool, 15% d'eau. Alors là, on a enlevé les 4 litres de tête. Parce qu'au départ, ce sont les acides, les mauvais goûts qui sortent. Bon, on enlève les 4 litres. On prend le cœur. Ça, c'est le bon goût qu'on a obtenu. Jeannot Augier, 85 ans, est l'héritier incontesté d'une tradition menacée d'extinction, celle de bouilleur de cru. Depuis 60 ans, il distille des eaux de vie à l'aide d'une machine extraordinaire qui tient autant de la locomotive que de l'alambic. C'est mon grand-père qui avait fabriqué ça il y a 140 ans, ça. Oui. Et jusqu'à ce jour, il marche. De temps en temps, on est obligé de faire quelques réparations. Voilà. Ça, c'est l'eau qui monte. Comment on saurait quand elle sera pleine, notre cuve? Vous comprenez? La surverse tombe dans les godets de cette sonnette. Si elle est pleine, ça ferme la soupape. C'est ingénieux. Au pays de Forcalquier, la science des arômes n'est pas née par hasard. Sur les collines environnantes, on a toujours vu pousser ces herbes et ces plantes buissonneuses aux senteurs remarquables. Si je ferme mes yeux et que je sens le thym, je me revois petite courir sur le parcours où j'étais avec les chèvres parce qu'on y marchait dessus, parce que les chèvres, au contraire de ce qu'on peut croire, ne le broutent pas, mais l'écrasent et le piétinent. Et du coup, les essences étant volatiles, eh bien, elles nous montent directement dans les narines. L'alchimie entre les sols arides du pays de Forcalquier et son climat méditerranéen offre aux plantes aromatiques un berceau idéal. Ces collines ensoleillées s'élèvent à 600 mètres en moyenne, offrant des conditions rêvées pour la vedette aromatique des lieux, la lavande. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on a les 2 espèces de lavande. Cette grande lavande avec ses grandes tiges et ses bractées très reconnaissables qu'on appelle la lavande aspic. Et puis à côté, plus discrète, plus petite, la lavande fine, celle qui va oser pousser plus en altitude. Et elle est très fine avec des toutes petites feuilles langustifolia. Elles sont toutes les 2 très parfumées, sachant que la lavande aspic est très chargée en camphre. La lavande n'a pas toujours été cultivée. La lavande était une espèce sauvage qu'on allait l'été cueillir comme ça avec la faucille dans des parcours parfois assez difficiles d'accès. Ici, la rencontre entre l'homme et la lavande ne date pas d'hier. Mais leur histoire commune s'est renforcée avec l'apparition des alambics, les machines qui distillent les huiles essentielles à partir des plantes aromatiques. À Forcalquier, l'Université européenne des saveurs et des senteurs en expose une remarquable collection. Alors ici, nous avons une collection d'alambics à tête de mort. Ce sont des alambics qui sont caractéristiques en fait des Alpes de Haute-Provence. Ces alambics en fait étaient transportés directement dans les champs. Donc on faisait le feu dessous directement pour distiller. À cette époque, la lavande était encore plongée dans l'eau. On ne distillait pas à la vapeur. Donc c'était une espèce de bouillie, mais qui permettait déjà d'extraire les huiles essentielles.
Ça prenait un peu de temps, à peu près 4 heures de distillation. Hein. Et la particularité sur ces alambics, c'est que le serpentin, il était directement plongé dans un tonneau de bois qui était rempli d'eau de source pour pouvoir refroidir les vapeurs et pour pouvoir obtenir l'huile essentielle. On en faisait des huiles essentielles qui étaient utilisées en parfum et en élixir, hein, en médicaments également. Et puis on faisait l'alcool aussi, donc on commençait aussi à distiller les mous de raisin pour produire l'éthanol. Ah, l'alcool. C'est une molécule à peine plus lourde que celle qui compose les huiles essentielles. Mais elle se distille également en eau de vie, emportant avec elle les meilleurs arômes des fruits. Aujourd'hui, chez Jeannot Augier, le marc de raisin est transcendé par Yves Rafatelli, distillateur en chef d'une importante distillerie de Forcalquier. L'eau de vie, issue de l'alambic de Jeannot, est une vedette nationale. Chaque année, son arôme incomparable est récompensé par de prestigieuses médailles. L'alambic a une grosse responsabilité sur la qualité du marc. Il y a certainement un peu des pertes d'alcool, mais par contre la qualité gustative et olfactive est excellente. On aura du mal à retrouver ça. Et puis il y a aussi le savoir-faire que Jeannot est né dedans. Et Jeannot, oui, viens un peu voir, tu me dis ce que tu en penses. J'arrive. Moi je trouve que c'est pas trop mal, dis-moi un peu ce que tu en penses. Elle est très bonne. Très fruitée. Hein. Ah, elle a un nez super. En plus qu'elle sort de l'alambic, elle est pas mal du tout. Le gustatif et le olfactif sont deux choses différentes. Là, on a le plaisir, c'est que l'olfactif est bien et le gustatif est très bien. Mais une fois que l'alcool est en contact avec du froid, il se bonifie énormément. D'abord, le principe, c'est de le garder au moins 6 mois, 1 an. Dans le même temps, à 4 km de là, près du village de Mannes, on distille également. Même si l'alambic de l'Institut des huiles essentielles est visiblement plus moderne, la technique, elle, demeure identique. Le procédé est exactement le même que dans l'ancien temps. On travaille sans pression, donc la distillation se fait tout doucement, à l'ancienne. Il faut bien tasser à l'intérieur pour pas que se crée une cheminée en fait, c'est-à-dire un endroit où la vapeur va passer tout d'un coup et pas se charger des autres plantes autour. Donc le principe c'est de bien tasser avec mon poids. Aujourd'hui, Thierry distille du romarin, une plante aromatique typiquement provençale. À l'Institut des huiles essentielles, le précieux liquide qui coulera de l'alambic est destiné à la pharmacie et aux cosmétiques. Les huiles ainsi distillées doivent être d'une pureté absolue. Avec les alambics en cuivre, on peut retrouver des traces de cuivre dans les huiles essentielles ou dans l'eau florale. Donc c'est pour ça que maintenant on utilise l'inox. C'est un produit, on va dire, neutre. Quand on distille, il n'y a aucun résidu à l'intérieur. Quand on travaille les huiles essentielles, il est important d'être bio sur tous les ingrédients. L'huile essentielle est une concentration du végétal. Donc si on n'est pas en bio, on peut s'exposer à une concentration de tout le reste. Chaque huile essentielle contient des dizaines de molécules dont la science a reconnu les vertus pharmaceutiques. Les principes actifs y sont tellement concentrés qu'on ne peut les utiliser qu'en toute petite quantité. L'huile essentielle de romarin, par exemple, est réputée pour ses vertus antibactériennes, antifongiques et expectorantes. À l'extrémité de l'alambic, Thierry se prépare à isoler l'huile essentielle de l'eau qui l'accompagne.
À l'intérieur, vous avez l'eau florale et l'huile essentielle, mais en fait, ça ne se mélange pas. L'eau florale reste en dessous. L'huile essentielle étant plus légère va rester sur le dessus et au fur et à mesure que mon essencier se remplit, vous avez l'huile essentielle qui monte et qui déborde dans la partie réceptacle ici, où je vais récupérer quasiment que de l'huile essentielle. C'est bien le fait de distiller qui m'a permis de m'intéresser aux huiles essentielles. Avant ça, je connaissais juste de nom et quelques principes actifs. Avec ma famille, je l'utilise pas mal maintenant. Pour les petits bobos de tous les jours, ça marche super bien. Je ne vais pas faire de pub, mais c'est vrai, ça marche super bien. Au premier étage de l'Institut, un groupe de chercheurs travaille à la conception d'une nouvelle pommade pour la peau. Il faut que le produit soit efficace et dans le même temps qu'il soit agréable et qu'il sente bon. Pour réussir cette subtile alchimie, il faut parfaitement doser les huiles essentielles qu'on incorpore. Celle qui est le plus utilisée, et on la retrouve dans beaucoup de domaines, c'est la lavande. Pour 2 raisons principales. D'abord, ses propriétés qui sont larges. Nous, en cosmétique, on profite des effets apaisants, mais surtout de l'effet antiradicalaire et donc un effet anti-âge. Donc c'est une huile précieuse qui est souvent associée à d'autres, mais la lavande présente également l'avantage, en plus de ses propriétés, d'apporter un parfum qui est pas toujours apporté seul, mais qui donne toujours une note fleurie et très agréable à nos produits. Retour au couvent des Cordeliers à Forcalquier, où réside l'Université européenne des saveurs et des senteurs. Ici, on apprend entre autres comment réaliser un parfum, une science subtile et complexe dédiée à l'univers des senteurs, où les huiles essentielles, issues des plantes aromatiques, sont incontournables. On a bien inventé une couleur, le bleu pour désigner ce spectre de la lumière. On a inventé le son là pour désigner cette fréquence sonore. Est-ce que vous connaissez dans la langue française un mot qui est le nom d'une odeur? Vous allez dire cette odeur, elle est épicée, elle est sucrée, elle est florale, elle est herbeuse. Vous voyez, on a beaucoup de qualificatifs pour pouvoir désigner et parler de l'odeur. Mais on n'a pas de nom, on n'a pas cité de nom. Vous avez devant vous 4 colonnes vertébrales. Vous avez donc un parfum chypré pour femme. Vous avez donc un parfum de fougère pour homme. Vous avez une algue marine, donc sentez le numéro 4 et ça vous fera un parfum type Aqua di Joy. Et vous avez un Fresia numéro 19 qui fera un parfum plus jeune fille. Donc vous pouvez choisir la formule sur laquelle on va démarrer. Allez. Je vous laisse terminer votre colonne vertébrale et après je vais vous donner la suite des indications pour le travail. D'accord ? Chaque étudiant repart avec son parfum personnalisé et Olivier Bagary replonge dans sa recherche. Il veut élaborer un parfum typiquement provençal. Dans les parfums, vous savez qu'on a toujours 3 étapes, des notes de tête, de cœur et de fond. Alors en notes de tête, j'ai choisi des notes qui représentaient un petit peu la Provence, avec non seulement l'orange, parce que l'orange en fait était le symbole de la Provence avant la lavande. Un peu de basilic aussi pour apporter de la fraîcheur, c'est une plante locale, et puis un peu de fleurs d'oranger. Pour le cœur, j'ai choisi un accord fougère et de la rehausser avec un petit peu de lavande fine derrière. Et puis en note de fond, on va utiliser du miel, parce que là aussi c'est un produit d'excellence de la Haute-Provence, donc un parfum miel qui apportera une petite touche de sucré, on ne va pas en mettre beaucoup. Il y a quand même une finesse et des subtilités dans les huiles essentielles, dans les parfums, que malgré tous les progrès de la chimie de synthèse, il est parfois difficile de reproduire. Et donc quand on veut avoir cette finesse-là, il faut passer par le produit naturel. Entre les années 60 et 90, les huiles essentielles ont connu la féroce concurrence des parfums de synthèse. Mais la tendance s'inverse depuis quelques années avec le retour en grâce des parfums 100% naturels. Mais au fait, qu'est-ce qui pousse une plante à fabriquer des huiles essentielles?
qu'apporte-t-elle aux herbes qui les synthétisent? Pour en savoir plus, direction le jardin des senteurs du musée de Salagon. Il est installé dans l'ancien prieuré de Manne, tout près de Forcalquier. En matière de botanique, François Tessary, le jardinier en chef des lieux, est un puits de science. Les essences chez les plantes sont des réactions contre les agressions extérieures, les agressions de l'environnement. La première agression qui pourrait empêcher la survie d'une plante, c'est évidemment les herbivores. En développant des arômes, les herbivores vont être repoussés parce que ça sent que c'est pas digeste, que ça va emporter la bouche. Les herbivores vont pas trop y toucher. Mais surtout, c'est une réaction aux fortes températures. Pour permettre sa survie, la plante a besoin d'évaporer la chaleur qu'elle reçoit du soleil. Sinon, ça monte à des températures létales. Donc, elle doit évaporer quelque chose. Elle n'a pas le droit d'évaporer de l'eau parce qu'il n'y en a pas dans l'environnement. Donc, elle a développé des huiles essentielles. C'est éminemment volatile et en même temps, c'est un très bon vecteur thermique. Donc, ça évapore un produit qui donc évapore la chaleur sans priver la plante d'eau. Et voilà, les plantes savent bien pourquoi elles produisent des huiles essentielles. Elles sont tellement concentrées en molécules actives que leurs vertus sont quasiment universelles. Des vertus qui font le bonheur de tous et surtout des gourmets. Direction Château Arnoux, à la frontière nord du pays de Forcalquier, dans la cuisine de Jeanne Iglaise. Ce chef étoilé n'a pas d'égal pour transcender les qualités gustatives des plantes aromatiques qu'il cueille lui-même dans les collines. Une soupe de courge sans foie gras, une soupe de courge de maigre. Oui, là, je suis en train de préparer une vinaigrette aux herbes de la garrigue, qui est un petit mélange donc de ce qu'on peut trouver de frais, le thym, la sarriette, le népétacalaman. Il peut y avoir de l'origan, c'est un mélange qui est très flexible. Et donc tout ça est ciselé fin. Le couteau doit aller le minimum de temps sur les herbes parce que sinon ça change le goût. Les huiles essentielles sont-elles les bienvenues dans les recettes d'un grand chef ? L'huile essentielle, oui, concentre tous les arômes. Et tous les arômes, est-ce qu'on a vraiment besoin de tous les arômes? Quand j'utilise le thym, quand j'utilise frais, quand j'utilise sec, quand j'utilise en décoction, quand j'utilise en infusion, on a des arômes très différents. Et j'ai essayé donc les huiles essentielles. L'huile essentielle, il y a tous les composants de la plante. Et tous les composants de la plante, je me suis dit, mais tiens, c'est dommage de s'en priver. Pourquoi? En fait, je n'en ai pas besoin. C'est ce que je ne veux pas, justement. Là, je rajoute la purée d'ail, ensuite je rajoute le sel, le poivre, le vinaigre et l'huile d'olive. Voilà, un peu de purée d'ail, du poivre, du vinaigre, et de l'huile d'olive. C'est bien. Là on n'a pas les herbes qui sont développées encore, on sent à peine le thym. Et le thym va prendre un petit peu le dessus sur le reste. On sent bien le persil, on sent bien la ciboulette, on sent bien l'ail. Pour ce grand chef, le florilège des plantes aromatiques locales est une source d'inspiration infinie, une invitation à créer, la muse de son art culinaire. Donc c'est tout un équilibre qu'il faut jouer avec. Il faut jouer avec, comme les lumières, comme les couleurs, comme les sons pour les musiciens. On s'amuse avec tout ça. Et en matière d'arômes, Jeanne Iglaise adore jongler avec les associations apparemment contradictoires.
On y va. Je vais mettre infuser de la lavande, donc la lavande fine, avec un fond de volaille, donc de perdreau, pour réaliser une salade de perdreau à la lavande et à l'huile de noix. Là, j'ai pris le parti d'utiliser beaucoup de lavande, qui va être infusée peu de temps. Et ensuite, je vais y rajouter un petit peu de vinaigre, de l'huile de noix. Ça va suffire donc pour la sauce pour le perdreau. Les herbes doivent aider à exprimer complètement les arômes du perdreau. Ce doit être une aide, une ponctuation, mais ce ne doit pas être le principal sujet. Donc, le perdreau. La sauce ici. On a une expression différente de tout ce que peut donner de meilleur notre terroir. Et on ferme les yeux et on n'entend pas les abeilles, mais les cigales. Au musée de Salagon, le maître jardinier François Tessary a voulu dépasser le concept des plantes aromatiques utiles. Il s'est amusé à rechercher toute plante dont l'odeur est originale, quel que soit son pays d'origine. Ainsi a poussé le jardin des senteurs, conçu avant tout pour surprendre ses visiteurs. J'ai traîné mon nez partout, j'ai rencontré parfumeurs, distillateurs, cuisiniers, grands cuisiniers. J'ai mis 2 ans de travail quand même. 2 ans de travail pour rechercher toutes ces plantes et ensuite les mettre en scène dans le jardin de senteurs à Salagon. Mais ce qui a le plus amusé François, c'est de rechercher des plantes qui évoquent les odeurs de notre quotidien. Parmi elles, autant l'avouer d'emblée, de nombreuses plantes ne sentent pas la rose. Cet arbuste-là, il pue. Celui-ci, il pue. Moi, j'aime pas son odeur. C'est pas agréable. Et là, c'est la feuille qui sent le Siphomandra faux abutilon. La feuille sent... Mais c'est incroyable, quoi. Ça sent le pneu qui a chauffé. Ou l'embrayage, tu vois. Ouais. Ah ouais, mais vraiment, hein, quand on rentre dans le garage et qu'on a un peu fait chauffer la voiture, ça sent ça. Bon, évidemment que ça n'est pas distillé, ça, bien que... si, un parfum pour garagiste. Pour femme de garagiste. On a serpillière sale ou simplement le seau avec l'eau de Javel. On a les deux. La différence est très nette. Là, ça sent vraiment le chlore. Tandis que celle-ci, c'est la vieille eau sale qui a servi à laver par terre. Ah, ça c'est une horreur. Ça, faut terminer son parcours avec elle. Et ensuite, on peut se laver les mains pendant 2 jours. L'immortel fétide, c'est une plante qui vient d'Afrique du Sud. Ça sent le bouc et ça vous colle aux doigts, mais c'est féroce. C'est pourquoi je ne la touche pas. On a ici des odeurs formidables, odeurs pour l'apéro. Là, on a de la cacahuète, grillée. Ici, on a le calvados. Ah, j'ai cacahuète et calvados maintenant sur les doigts. Alors, pour étalonner mon nez, la meilleure chose que m'a conseillé un parfumeur, c'est de se sentir soi-même. Quand le nez est saturé, on se sent sous les bras, on a sa propre odeur, on étalonne son nez et on peut repartir. Et oui, et on a la cacahuète grillée. À côté, on va avoir cette petite germandraie qu'on rencontre sur les collines de Haute-Provence, hein, le saucisson à l'ail. C'est pas autre chose. Et c'est comme ça qu'on la reconnaît. Hein. Attends. J'étalonne mon nez. C'est pas flagrant aujourd'hui pour celle-là. Ici, on va avoir fromage de chèvre. Mais le sec, le crottin, l'arbre caramel, bon, bien nommé, hein. C'est la feuille sèche d'automne. C'est extraordinaire. C'est vraiment le caramel. Hein. Ah, j'adore cette odeur. L'odeur de caramel. Une merveille.
Merci.